On arrive sur cette troisième vidéo dans la thématique de comment négocier le prix de son bien, dans la thématique de la négociation du bien immobilier. Tout simplement, puisque comme je te l'ai expliqué dans les autres vidéos, c'est une thématique importante, c'est un sujet important pour la rentabilité de ton bien immobilier. Donc dans cette troisième vidéo, on va voir ensemble comment négocier concrètement le prix de son bien immobilier. On a vu ensemble le type de profil de vendeurs qui sont négociables, en tout cas qui sont disposés à la négociation. On a vu le type de bien immobilier sur lesquels tu peux te dire que tu peux négocier ce type de bien-là. Et là, donc, on va voir comment négocier le prix du bien. Donc, si le sujet t'intéresse, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, comme tu as pu le faire sur les deux précédentes vidéos. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Médéo, épouse de Rideau. Je suis immopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier. C'est ce que je t'apprends à faire au travers de mes contenus sur cette chaîne et également au travers de mes formations et de mes accompagnements. Si le sujet t'intéresse, je t'invite déjà à t'abonner à la chaîne et à activer ta cloche de notification pour ne rien rater sur mes différentes publications. Et deuxième chose, regarde dans la barre de description de la vidéo, tu trouveras des liens très intéressants, notamment ton lien vers les 10 commandements de l'investissement immobilier rentable, un e-book que j'ai écrit et qui est très bien, très efficace pour te donner vraiment un scan en fait de comment faire de l'investissement immobilier rentable, ne pas faire des erreurs. Donc, je t'invite à aller télécharger ton e-book si ce n'est pas encore fait. Et si tu as un projet immobilier là, tout de suite, et que tu as besoin de te former, de te faire accompagner pas à pas, guider pour ne pas faire d'erreurs et être efficace dans ton projet immobilier, eh bien, je t'invite à prendre rendez-vous avec nous pour qu'on puisse échanger puisqu'on est en train de recruter le prochain groupe qu'on va accompagner sur ce dernier semestre 2023. Je reviens au sujet du jour. Donc, je disais qu'on va terminer, on va clôturer cette série de vidéos où on était en train de parler de la négociation du prix de ton bien. Donc là, on va voir vraiment comment négocier le prix de ton bien. Il y a des choses à faire si tu veux faire la négociation. Il y a des points sur lesquels tu peux t'appuyer. Il y a notamment un point hyper puissant, mais ça, c'est pas adressé à tout le monde. Donc, je vais te le donner et en fonction de ton profil, à toi de voir si tu peux utiliser cette bombe-là parce que clairement, ça t'aide à négocier. Donc, il y a 3 choses que je vais te dire dans cette vidéo. La première, si tu veux négocier le prix de ton bien, la manière de faire déjà est importante. C'est-à-dire, il y a des personnes qui pensent vraiment que on peut négocier juste en envoyant un SMS au vendeur. Non, en fait, il faut professionnaliser ta démarche. Quand tu professionnalises ta démarche, tu es beaucoup plus crédible. Donc, quelqu'un qui va faire une offre d'achat, tous ceux que j'accompagne le savent, il n'y a personne qui négocie. Ils ont tous le même procédé et ça fonctionne en fait. Ce sont des offres à l'écrit en fait. Tu fais une offre d'achat écrite, d'accord? Tu envoies ton offre d'achat et ensuite tu appelles le vendeur ou l'agent immobilier qui est en train de vendre. C'est très important de fonctionner de la sorte. Et avant ça, dans la méthode de négociation, avant d'arriver à l'offre d'achat, il y a la relation, la connexion même, je veux dire, que tu vas créer avec la personne en face. Ça commence par là. C'est pour ça que la visite est importante, en fait. Tu peux pas négocier, c'est-à-dire tu peux pas... Il y a des gens qui le tentent, mais moi, je trouve que c'est osé. Moi, je me mets à la place d'un vendeur, je ne vais même pas te calculer, en fait. Des personnes qui appellent pour prendre des informations sur un bien immobilier et qui commencent à demander si le bien est négociable. Bon, tu n'as pas vu le bien, tu ne sais pas à quoi ça ressemble. Pourquoi? Cette question à ce moment précis-là n'a aucun intérêt. La plupart du temps, peut-être il y a des vendeurs qui vont pas mal le prendre, mais ça pose question. Mais tu n'as pas vu le bien. Donc, qu'est-ce que tu veux commencer à demander sur le bien négociable? Ça n'a aucun intérêt. Par contre, quand tu vas visiter le bien, là, tu vois le bien, tu as vu la situation géographique, tu as vu les défauts, comme je dis, tu as posé la question sur le type de propriétaire qui vend. Bref, tu vois, tu sais le type de bien que c'est, tu as toutes ces informations-là. Là, tu peux demander, ah, est-ce que le prix est négociable? Une fois que tu as les autres informations, et là, ça passe. Et tu commences à créer une connexion. Si c'est le vendeur qui te fait la visite, tu dis, ah, ok, je vois bien, tu flattes un peu son ego. Ah, vous avez fait un bon bien, il a tel avantages, tu vois. Tu dois créer la connexion, c'est-à-dire c'est l'étape 1 en fait. Création de la connexion avec le vendeur ou avec l'agent immobilier. Pourquoi je dis ou avec l'agent immobilier? Parce que même si tu es en face d'un agent immobilier, si lui-même n'est pas convaincu par l'offre que tu veux faire,
il ne va pas le présenter. Et tu n'as aucun moyen de le savoir qu'il n'a pas présenté ton offre. Même si dans les faits, il a l'obligation de présenter toutes ses offres aux vendeurs. Dans les faits, ils ne le font pas. Tu l'appelles le lendemain et te dit non, mais le vendeur a refusé votre offre. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas rien faire du tout. Donc, que tu sois en face du propriétaire du bien ou en face de l'agent immobilier, la connexion est importante. Ta posture de professionnel de l'investissement, c'est-à-dire quand je dis, ce n'est pas professionnel en mode t'es agent immobilier ou quoi, mais c'est plutôt de l'investissement immobilier que tu es un peu sachant dans ce domaine-là. La question que tu vas poser, la manière dont tu vas t'intéresser au bien, ça va lui donner l'information comme quoi, en fait, ok, tu t'y connais en fait. Tu n'es pas là au hasard et que tu as vraiment une envie d'acheter ce bien-là. Et donc, il va être plus disposé à t'écouter. D'accord? Donc, ta posture, quand tu vas faire la visite, est importante, les questions que tu vas poser et glisser la question de la négociation pour qu'il sache que, ah, ok, elle a dit ça, donc elle a vu les défauts du bien, donc voilà, il sait qu'il va y avoir une négociation. Tu enclenches ça à ce moment-là. Et maintenant, une fois que tu as créé la connexion, deuxième chose, tu vas pouvoir faire ton offre d'achat écrite s'il te plaît. Et toi-même, ça te protège parce que quelqu'un qui te dit, par exemple, tu fais l'offre au téléphone, le vendeur te dit, ok, c'est bon au téléphone, vous n'avez rien rédigé. Qui te dit qu'il ne va pas changer d'avis demain? Tu n'as rien en fait, tu n'as pas de preuve. Donc, si demain, il trouve quelqu'un qui lui fait une meilleure offre et qu'il accepte cette offre-là, tu ne peux rien faire. Or que les offres écrites, en fait, que tu signes, tu lui envoies, il est d'accord, il contresigne. Là, ça veut dire que ça fait de toi la priorité sur l'achat de ce bien-là, quoi. Donc, tu deviens la personne qui va acheter, sauf si toi, maintenant, tu te désistes. À ce moment-là, le bien peut repartir à la vente. Mais autrement, quand tu fais une offre d'achat qui est contresignée, ça engage surtout le vendeur et pas toi qui as fait l'offre d'achat. Et c'est pour ça, en fait, je ne sais pas si tu comprends donc l'importance de faire ton offre d'achat écrite. Un, ça te donne la posture un peu professionnalisante de ça, de l'investissement immobilier. Ah, tu viens avec une offre rédigée, avec des termes précis, parce que dans les offres d'achat, il faut voir certains paragraphes, certaines choses. Donc, ça lui donne assurance sur ton profil d'investisseur sérieux. Et ensuite, maintenant, ça te protège aussi, parce qu'une fois qu'il a signé ton offre d'achat, lui ne peut plus revenir en arrière en tant que vendeur, alors que toi, acheteur, tu pourras toujours te désister. Ok? Donc, faire ton offre d'achat écrite est très importante dans le processus de la négociation. D'accord? Donc, ça fait 2 points. La connexion, offre d'achat écrite. Troisième point sur comment négocier, ça va être la durée que tu vas laisser de réflexion au vendeur. Quelqu'un qui ne met aucune durée, ça veut dire que tu lui laisses libre cours. Il peut aller regarder gauche, droite et s'il trouve rien, il revient vers toi. Ou alors, ça lui donne l'impression que tu n'as rien d'autre, en fait, tu vois. Or, si tu mets une durée limitée, et nous, dans la team, on met toujours la même durée, et ben ça permet, en fait, de dire au vendeur, ok, il faut que je réfléchisse vite, en fait, par rapport à cette proposition-là, sachant que tu l'as travaillé en amont. C'est pour ça que les étapes se suivent. Hein. Tu travailles en amont, donc connexion. Tu fais une offre d'achat écrite, donc assurance, tu t'imposes en tant que sachant. Et ensuite, dans l'offre, eh ben, tu lui colles une durée limitée, en fait, par rapport à ton offre. Et donc, ça lui dit, ok, là, cette personne-là, j'ai vu qu'elle est sérieuse et tout ça. On va voir ça en étape 4, ce que tu lui dis encore pour qu'il ait plus d'assurance. Elle a envie d'acheter, qu'est-ce que je fais? J'ai tant, peut-être j'ai 5 jours, j'ai 1 semaine, j'ai 2 semaines. En tout cas, tu vois, tu cales une limite de réflexion qui le pousse à aller vite dans sa réflexion et le pousse à considérer que, ok, il n'est pas que sur ce bien-là. Si je ne me décide pas vite, il va peut-être partir sur autre chose. Donc, limiter la date, le délai de réflexion du vendeur aide également à la négociation puisqu'il comprend que tu n'es pas que sur cette affaire-là, qu'il faut qu'il se décide. Donc, ça peut le permettre d'aller vite, en fait. Et au pire, ça te permet, toi, de passer à autre chose. Parce que si tu lui laisses un mois, bon, qu'est-ce que tu fais pendant ces 1 mois-là, en fait? Donc, ça te permet aussi, toi, de passer très rapidement à autre chose si ton offre venait à être refusée. Autre chose aussi qui est importante dans la négociation, de la manière de négocier, c'est le 4e point. C'est tout ce que tu vas emmener en tant que preuve du fait que tu sois finançable. Moi, aujourd'hui, ceux que j'accompagne le savent,
la première chose que je demande aux gens de faire, c'est d'aller voir leur propre banque ou une courtière de mon réseau ou peu importe pour pouvoir regarder la faisabilité du projet. C'est hyper important pour un vendeur. Un vendeur veut vendre son bien. Il veut passer à autre chose si c'est le propriétaire lui-même ou l'agent immobilier, il veut pouvoir toucher une commission. Donc, toute preuve que tu lui emmènes que tu es finançable, toute preuve que tu lui emmènes que la banque a déjà validé ce projet avec ce genre de montant-là, je peux te dire que ça te place en pole position par rapport à ce bien-là. Parce que tout le monde ne pense pas à le faire. Parfois, en tout cas depuis le début d'année, il y a certains agents immobiliers qui eux-mêmes demandent aux gens de ramener une preuve de leur financement. Mais ils ne le font pas tous en fait, tu vois. Et moi, je te dis, n'attends même pas que le vendeur te demande une preuve. Apporte la preuve. Tu veux, le bien t'intéresse. Ça fait partie de la connexion en fait. Viens te faire accompagner s'il te plaît. En fait, ça fait partie de la connexion. Mais en tout cas, garde en tête juste que quand tu donnes au vendeur les preuves, peu importe quel genre de preuve c'est, que tu es finançable, qu'une banque a déjà validé le montant à peu près, ça t'aide à négocier. Même si ton prix n'est pas le meilleur, peut-être qu'il a d'autres personnes qui s'intéressent au bien, il va te choisir toi parce qu'il a lui-même une certitude sur le fait que tu vas être finançable, au moins par rapport aux autres candidats, d'accord? C'est hyper important. Maintenant, la bombe, le cinquième truc qui fait éclater tous les autres concurrents, et là, s'il te plaît, ne le fais pas si tu n'es pas sûr de toi, c'est d'enlever la clause suspensive sur l'obtention du crédit. Donc, se faire une offre d'achat sans clause suspensive. Je rappelle, la clause suspensive dans le compromis de vente, c'est une clause ou bien ce sont des clauses qui font que si elles ne sont pas levées, en fait, la vente ne se fait pas. Et très souvent, dans l'investissement immobilier, on sait tous que les gens demandent des prêts immobiliers et donc, dans les compromis ou les promesses de vente, on marque en clause suspensive l'obtention du crédit immobilier. Donc, ça veut dire que si demain, tu n'obtiens pas le crédit, la vente ne se fait pas. Et toi, si c'est une bonne affaire, tu sais que tu vas avoir ton financement, tu as déjà vu la banque et que c'est carré, en tout cas, c'est à 99% carré, tu peux oser sauter la clause suspensive en fait, d'accord? Quand tu sautes la clause suspensive, automatiquement dans la tête du vendeur, c'est que de toute façon, pour lui, il va vendre. Alors que dans les faits, ce n'est pas toujours ça. Hein. Tu peux sortir, mais du coup, tu perds 10% du prix du bien ou 5% en fonction de comment tu as négocié dans l'offre d'achat, mais dans le compromis de vente ou la promesse de vente. Mais dans les faits, en tout cas pour le vendeur, dans le ressenti pour lui, c'est que c'est sûr qu'il va vendre. Quelqu'un qui ne met pas de clause suspensive, c'est quelqu'un qui est sûr qu'il veut acheter le bien. C'est ce que ça renvoie au vendeur. Et je peux te garantir que même si tu te places 20 000, 30 000 euros en dessous du prix du bien, il est capable de te choisir, toi, que les autres. C'est redoutable. Et s'il y a un marchand de biens qui passe par ici et qui m'écoute, ils le savent, c'est redoutable pour négocier à fond le prix d'un bien immobilier. Redoutable de faire capoter la clause suspensive sur l'obtention du crédit, c'est hyper redoutable. Maintenant, je le répète, c'est pas pour tout le monde. Si tu démarres, tu n'as pas de certitude, tu n'as pas fait les choses comme il fallait, va pas sauter la clause suspensive. Hein. Sauf si tu sais que tu as une partie d'argent que tu es disposé à perdre, pardon, parce que c'est une prise de risque aussi de faire ça, de pouvoir sauter la clause suspensive pour avoir une bête de négociation qui passe et avoir cette prise de risque sur le fait que tu vas y trouver ou pas ton crédit immobilier. Et au cas où tu ne trouves pas, tu prévois aussi le pire des cas. Si jamais tu ne trouves pas ton crédit immobilier, quel argent tu perds. Ça, tu le prévois aussi, tu sais, par rapport au prix du bien, tu sais que c'est 10% du prix du bien. Tu as une indemnité d'immobilisation que tu payes de toute façon, d'accord? Mais pour un vendeur qui vend, c'est que si tu fais sauter la clause suspensive, pour lui, c'est que c'est sûr que tu vas acheter. Alors que dans les faits, juridiquement, c'est pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est très puissant dans sa conception et ça l'aide vraiment à accepter des négociations qu'il n'aurait pas acceptées si tu n'avais pas fait sauter la clause suspensive sur l'obtention du crédit. Voilà les bombes que je voulais te donner. Donc, cette série de 3 vidéos s'achève sur celle-ci. J'espère que ça t'a plu. Je t'invite à partager la vidéo. Il y a des personnes peut-être autour de toi qui s'intéressent à l'investissement immobilier qui vont pouvoir avoir des pépites d'informations grâce aux vidéos que je fais. Partage autour de toi.
Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo-là, de celle-ci, de la méthode pour... Donc, ça fait 5 points que je t'ai donné dans la méthode pour pouvoir négocier le prix d'un bien. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo.